Attention, je viens dire à tous ceux et celles qui sont intéressés par la culture du manioc. Vous savez ici que le manioc, j'ai fait du manioc l'emblème pratiquement de la chaîne. J'ai dit le manioc, c'est une culture stratégique pour nous Africains. Une culture qui puisse sortir l'Afrique vraiment de la famine. Sortir de l'Afrique de la dépendance des farines à base de céréales de blé. Tu sais que j'ai fait ce plaidoyer-là parce que je trouvais aberrant qu'on soit dépendant des céréales, des farines, des céréales faites à base de blé, même à base de maïs. Ces céréales que nous ne produisons pas en masse. Et tout est parti du fait qu'on soit à chaque fois en train de commander des aliments, parce que c'était par rapport à l'élevage. Tu te rends compte que l'élevage, l'alimentation, c'est-à-dire que c'est au moins 85% de la dépense lorsque tu te lances dans le secteur de l'élevage. Mais lorsque tu vas questionner que les différents ingrédients, c'est des produits que nous ne produisons pas, selon la tautologie. Le maïs, le soja. Je ne cite pas certains sels minéraux qui arrivent. Nous ne produisons rien. On importe. Et lorsque tu importes donc tous ces produits-là, quelle est l'économie que tu fais travailler? Moi, c'est ça qui m'a questionné en fait. On fait, c'est-à-dire que travailler l'économie, c'est-à-dire quoi? Étrangère. Quand je dis étrangère, ici c'est l'Occident. On fait travailler les agriculteurs et les céréaliers, c'est-à-dire occidentaux. Et quand tu importes, tu vois que le coût de production monte. Le coût de production est élevé. Et quand le coût de production est élevé, comment tu fais pour pouvoir vendre à un prix juste à la ménagère? Surtout quand on sait que chez nous, il y a inflation. Chez nous, le pouvoir d'achat n'est pas élevé. Et puis sur le plan stratégique aussi, je trouvais ça aberrant parce que ce n'est pas durable. Parce qu'à tout moment, on peut te couper les vivres, on peut dire, on ne te livre pas les produits, ou à tout moment, on peut te dire, il y a rupture de stock. Même en termes de poussin, on peut te dire qu'il y a rupture de stock. Comme en ce moment où il y a des problèmes, géoéconomiques et géostratégiques, même géopolitiques. La crise ukrainienne est venue donc dévoiler tout ce que je déplorais, c'est-à-dire sur la chaîne. On s'est rendu compte que c'est la Russie et l'Ukraine qui sont les gros producteurs de céréales et même de certains, et même des engrais. Et quand tu as dit que la Russie a donc mis l'embargo sur les livraisons des céréales, on s'est rendu compte que nous étions tous dépendants de ces céréales-là. Ce qui a poussé donc beaucoup à commencer à réfléchir autrement. Or que c'est le discours que je tenais que depuis longtemps, qu'on se doit de pouvoir substituer tout doucement ces différents céréales-là par rapport à nos tubercules. J'avais dit le manioc, les pommes de terre, la patate, l'igname, je parlais du plantain. Je disais qu'on se doit de produire massivement, c'est-à-dire que le mil qui est adapté à notre terroir, le sorgho qui est adapté à notre terroir. Vous voyez que le temps m'a donné raison. Nos différents chefs d'État sont allés essuyer des fois, c'est-à-dire l'humiliation en Russie. Certains, c'est-à-dire qu'on réfléchit, comme au Cameroun. Nous avons adopté aujourd'hui le manioc dans la composition, c'est-à-dire des farines pâtissières. Certains industriels ont suivi. Plusieurs d'entre vous vous êtes lancés dans la production, c'est-à-dire de manioc. Les youtubeurs qui étaient encore là réticents à vous ventiler, toutes choses, plus tous aujourd'hui sont en train de parler du manioc. Oui, j'ai interpellé que plusieurs youtubeurs, sous-disants influenceurs, qui ont de l'audimat à parler du manioc. Je remercie aussi ces influenceurs-là d'avoir joué au jeu. C'est pour tu vois que quand je parle d'un fait, c'est un fait sur lequel j'ai pensé. Ici, je ne parle pas avec des émotions. Ici, je ne soulève pas un thème
Parce que j'attends le nombre de vues. Tu vois que le manioc, ce n'est pas une thématique qui devait être qui donne le nombre de vues, mais aujourd'hui, grâce au manioc, quand tu dis manioc aujourd'hui, ça touche tous les Africains. Mais il a fallu que j'ai ce courage-là de partager. C'est ça un visionnaire. Mais aujourd'hui, je viens aussi dire attention. Si on se doit d'aller produire le manioc de façon intensive sur la monoculture, on se doit de faire très attention. Parce que pour avoir produit le manioc, nous avons produit des fois sur les petites surfaces, 1 hectare, 2 hectares. On a vu nos grands-parents, on a vu nos mamans, on a vu la famille produire le manioc de consommation, le manioc sur les sols, c'est-à-dire les terrains familiales. Ces maniocs-là produisaient de façon abondante. Mais nos parents avaient décelé que le manioc appauvrissait les sols. Ce que je vais te dire ici, si tu vas aller produire le manioc de façon intensive, sur la monoculture, de façon industrielle, il faudra faire attention. Il y a certains préalables qu'il faudrait mettre en place. Je vais te dire pourquoi le manioc appauvrit le sol. Parce que plusieurs vous disent, ah, le manioc appauvrit le sol. Le manioc, c'est une culture qui appauvrit le sol. Oui, mais sans vous expliquer pourquoi. Et sans vous apporter les solutions. Donc moi, voilà la solution, c'est-à-dire qu'à plus d'1 million de dollars. C'est la solution que j'apporte ici aux industriels, que je vous apporte à tous. C'est les formulations que je devais vendre aux industriels. Mais vous voyez qu'on est là, on vous fait des conférences, des formations, d'aller produire le manioc. Mais si vous ne mettez pas ce que je suis en train de partager ici en application, vous irez produire le manioc et quelques mois ou quelques années plus tard, vous viendrez pleurer que le manioc, c'est-à-dire que ce n'est pas une culture qui est intéressante. Que ton sol, c'est-à-dire que ne répond plus. Que le manioc a tué ton sol. Oui, je te dis, si tu vas produire le manioc tel que tu es en train de faire, sans suivre les consignes que je vais partager ici, je ne te donne pas 3 ou 4 ans, tu vas abandonner ce sol-là. Si tu vas faire le manioc uniquement de façon intensive sur la monoculture, tu vas abandonner ce champ. Oui, parce qu'effectivement, le manioc appauvrit le sol. Comme toutes les cultures, d'ailleurs. Pourquoi le manioc appauvrit le sol? C'est là où on ne vous explique pas. Donc, désolé, permets-moi de me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terreau africain. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de partager mes astuces, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche. Je vais t'inviter ici à mettre le pouce aussi afin que l'algorithme YouTube puisse pousser cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Je vais te demander de partager cette vidéo à toutes les personnes désireuses de produire le manioc, à toutes les personnes qui produisent le manioc, à tous ces industriels-là, de taguer tous les industriels. Je sais que plusieurs sont en train de se lancer de façon industrielle dans la production de manioc. Certains ont déjà établi les unités de transformation. Je fais ici un clin d'œil au Camerounais, voilà, Bertin Tchoufou, que Philippe Simon appelle que son mentor. C'est public, vous le savez, il produit le manioc sur près de 3000 hectares. J'en connais aussi qui sont sur 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares. J'en connais qui sont sur 10 hectares, 20 hectares. Même ceux qui sont sur 1 hectare. Ce message est pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi le manioc appauvrit le sol? Ce n'est pas pour rien que je partage avec vous ici la vie du sol. Ce n'est pas pour rien que je vous dis ici qu'on cultive sur des sols vivants. Dites-moi, de vous à moi, combien de personnes s'intéressent au sol? Lorsque tu dis que je vais aller faire l'agriculture, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? C'est juste d'aller s'aimer, c'est juste d'aller planter. À quel moment tu t'intéresses à ton sol? Est-ce que tu sais que ton sol qui est là, c'est-à-dire que il y a de la vie dans ton sol? Pour beaucoup de personnes, le sol, c'est uniquement un support
Un support sur lequel tu vas s'aimer, tu vas planter. Même nos ingénieurs agronomes n'ont pas cette connaissance-là. Les ingénieurs agronomes, pour eux, c'est le support. Quand tu vas dire à quelqu'un, bon, je vais venir analyser ton sol, je vais venir voir le pH. Mais moi, je pose la question à cet ingénieur que qu'est-ce qui crée le pH? Qu'est-ce qui crée le pH? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un pH soit bon ou soit mauvais? Quand tu vas dire à quelqu'un, il faut amender, on va dire, non, je vais ramener, il faut ramener les engrais de synthèse, dont le N, le P et le K. Est-ce qu'il n'y a que le NPK? Alors qu'on sait qu'une plante a besoin au moins de 17 éléments pour pouvoir, c'est-à-dire que permettre à la plante de bien, c'est-à-dire que s'épanouir. Et qu'est-ce qui enrichit donc aujourd'hui, c'est-à-dire que qu'est-ce qui apporte le fer, le zinc, le cuivre, le manganèse, l'azote, la potasse, le phosphore? Qu'est-ce qui crée ça? Ce n'est pas pour rien que je dis que l'agriculture, c'est la science de la terre. Que l'agriculture, quand vous entendez agraire, c'est la terre, c'est la vie. Ce n'est pas pour rien que vous m'entendez vous dire à chaque fois que dans une poignée de terre, il y a plus d'êtres vivants que d'êtres humains sur terre. Si nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur terre, il y a plus de 7 milliards d'êtres vivants dans une poignée de terre. Tu peux imaginer ça? Donc, quand tu viens marcher sur ta terre, et qu'est-ce qui crée donc la terre? Qu'est-ce qui crée le sol? Je vous dis à chaque fois que ce qui crée le sol, parce qu'il faut comprendre que le sol en lui-même, c'est la roche. Le sol, c'est la roche, donc c'est le caillou. Qu'est-ce qui a apporté la vie sur terre? Ce qui a apporté la vie sur terre, c'est les champignons et les bactéries. Les scientifiques disent que les champignons existent depuis plus de 5000 ans. Quand je dis 5000 ans, plus de 5 milliards d'années. Plus de 5 milliards d'années, les champignons existent. Et quand on dit champignons, il faut comprendre qu'il y a plusieurs variétés de champignons. Ce ne sont pas le style de champignons que tu vois comestibles. Il y a plusieurs styles. Les champignons sous forme de mousse. Ce sont ces mousses-là qui sont venues coloniser avec la roche. Et on dit ici les bactéries existent depuis 450 millions d'années. Ou disons 500 millions d'années. Donc ce qui a colonisé la Terre, c'est les champignons et les bactéries. Les champignons et les bactéries. Donc quand tu m'entends ici te dire que pour créer un sol, pour créer le sol, donc qu'est-ce qui crée le sol donc? C'est le carbone. C'est le carbone qui crée le sol. Le sol que tu vois là, quand on dit l'humus, quand on dit la bonne terre noire, c'est le carbone. Et c'est le carbone qui crée maintenant aussi le pétrole. C'est le carbone qui va créer le diamant. Parce que ce carbone-là va aller s'infiltrer au sol. Pendant des millions et pendant des milliers d'années, ça va créer le pétrole, ça va créer le gaz, ça va créer le diamant, ça va créer de l'or. C'est le carbone. Et ça, ce sont les effets il y a plusieurs milliards d'années. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, pourquoi donc ton manioc a pourvu ton sol? Le manioc a pourvu le sol tout simplement parce que quand j'ai commencé à dire qu'il faut le carbone, parce que le manioc et le carbone ici, c'est la biomasse. C'est la biomasse. Le manioc a pourvu le sol tout simplement parce que le manioc ne produit pas de biomasse. Ou du moins, le manioc est victime de son succès. Parce que tout se consomme sur le manioc. Je peux répéter? Le manioc est victime de son succès. Tout se consomme sur le manioc. Donc, tu sais, le manioc, c'est une tubercule. Il y a une tige, il y a des feuilles. Les feuilles de manioc se consomment. Or, que je t'ai dit que le sol, pour que le sol se crée, il faut qu'il y ait du carbone. Les feuilles, c'est le carbone. Les feuilles, c'est le carbone. Donc, on consomme les feuilles. La tige de manioc
on ne laisse pas la tige de manioc parce que la tige de manioc est reconductible comme sémence. Les boutures donc au sol, le manioc, ses racines, c'est les boutures. Consommables. On déterre et on enlève tout. Donc tu vois que quand tu vas faire un champ de manioc sur la monoculture, sur 5, 10, 15, 20, 100, 200, 300, 1000 états uniquement de manioc, tu vois que tu ne crées pas la biomasse. Tu viens tout enlever. Et le danger que nous avons, c'est que le champ de manioc, comme c'est une culture qui va sur 8 à 12 mois, qu'est-ce que tu viens donc faire? On vient à chaque fois sacler. Et l'erreur que nous faisons chez nous, quand on sacle, on ne laisse pas, c'est-à-dire que les résidus au sol, la biomasse couvrir le sol. On enlève les résidus. Et le danger, c'est quoi? Comme tu m'as dit, c'est le soleil. C'est le soleil qui va venir taper au sol. Le soleil qui va enlever, qui va faire entraîner l'évapotranspiration. Le manioc, comme c'est une bouture, pour qu'elle se développe, elle va puiser les nutriments du sol. Parce qu'il faut savoir, quand je vante le manioc ici, le manioc, c'est une culture en termes de rendement qui donne les meilleurs rendements. Le manioc, c'est entre 35 et 50 tonnes l'hectare. Donc imagine 35 et 50 tonnes. Donc ça veut dire que ça va puiser les nutriments. Ça va aller pomper, c'est-à-dire que l'azote, pomper la potasse, pomper, c'est-à-dire que le fer, pomper le cuivre, pomper tous les nutriments. Tu vois? Et comme c'est une culture de long cycle, enfin, ça va sur 12 mois. Sur 12 mois, ça a le temps de pomper les nutriments. Si toi, derrière, tu ne viens pas apporter les apports en matière, c'est-à-dire organique végétale et en matière organique animale, ben c'est normal que ton sol s'appauvrisse. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est normal que ça appauvrisse ton sol. Donc imagine donc maintenant, tu vas aller faire de ça une culture, je vais dire, durable. Parce que si tu vas aller monter une industrie, il faut comprendre que tu dois te rassurer que que tu aies de manioc en permanence. Comment tu peux donc produire de façon durable tout en sachant que ton manioc appauvrit ton sol? Voilà les raisons pour lesquelles le manioc appauvrit le sol. Si tu viens maintenant dire que non, je vais verser de l'engrais, tu vois que même si tu viens verser de l'engrais, ton engrais ne sera pas utile. Parce qu'une fois le manioc a pompé les nutriments au sol, une fois les bactéries ont bouffé le peu d'humus qui te restait, c'est le sable qui va rester. Et même si tu viens verser de l'engrais, cet engrais va se lessiver. Donc ce qu'il faudra faire, c'est d'apporter de la matière organique. C'est d'apporter, c'est-à-dire que de la matière végétale. Donc stratégiquement, ce qu'il faudra faire, je parle ici aux industriels. Et je pense que s'ils sont honnêtes, certains sont en train de vivre ça. Certains sont en train de vivre ce que je dis, la carence du sol. La monoculture détruit le sol, détruit la biodiversité. Parce que tu vois donc, quand ça vient donc puiser tous ces nutriments, quand tu ne laisses pas la biomasse, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas la vie. Tu travailles sur un sol mort. Parce que ce qui apporte la vie, c'est les macro et les micro-organismes. C'est le fait que tu laisses le carbone en permanence au sol pour nourrir, c'est-à-dire que les champignons, nourrir les bactéries, nourrir les vers de terre, les fourmis, les escarabées, les scoromboles, les termites, les chenilles, les mille-pattes, nourrir même les rats, les agoutis, tout ça. Tu vois que ton champ de manioc, si tu vas donc détruire la forêt, couper les arbres, ça devient un désert, le soleil tape dessus. Tu n'as pas la biodiversité que j'ai créée là, que je suis en train de dire. C'est la biodiversité qui crée le sol. C'est les bactéries, c'est les champignons, c'est les vers de terre, c'est le carbone. Donc pour pouvoir pallier à cela, pour pouvoir bien mener à bien ton agriculture, pour que ce soit une agriculture durable, ben, je vais conseiller ici de faire l'association. Si tu es sur 10 hectares, 20 hectares, 50 hectares de manioc, je vais te conseiller ici d'associer ton manioc aux légumineuses. D'associer le manioc avec l'arachide, par exemple.
Tu peux associer ton manioc même avec les graines de courge. Tu sais que les graines de courge, c'est le pistache. Le but ici, c'est de venir tapisser le sol. Ça tapisse le sol. Et tu sais que les graines de courge séquestrent le carbone. Tu peux même associer ça avec le haricot, avec le soja. Mais le problème aussi, il faut choisir les cultures sur lesquelles tu pourras avoir la main. Parce que soja, haricot, soja, le soja, s'il y a le marché pour, si tu es dans la transformation, parce que moi je voudrais que tu prennes les cultures sur lesquelles non seulement il y a un marché, il ne faut pas viser le marché de l'export parce que même dans ça aussi on est des fois coincé. L'arachide, les graines de courge, tu as ce qu'on appelle chez nous aussi, on a les matobos. C'est aussi d'autres formes de haricots, le matobo. Parce que tout ça, ça séquestre le carbone. En faisant ça, tu vois, tu crées de la biomasse. Parce que je t'ai expliqué que le manioc n'a pas de biomasse. En tout cas, le manioc, nous ne laissons pas de biomasse parce qu'on consomme tout sur le manioc. On consomme les feuilles, on utilise les tiges et on consomme les racines. Donc, les arachides que tu vas mettre, les graines de courge que tu vas semer, ça va servir de couverture végétale au sol. Donc, ça va même déjà éviter que les mauvaises herbes se développent. Et tes graines de courge, quand tu vas les récolter, les graines de courge vont créer la biomasse par le tapis, c'est-à-dire végétal. Les graines de courge, quand il faut les récolter, il va falloir, c'est-à-dire que laisser toute la biomasse là au sol. Mais l'autre erreur que nous faisons aussi, c'est que lorsqu'on va récolter les graines de courge, je vois ça, c'est-à-dire que lorsqu'on cultive sur les petites surfaces, parce que quand on fait des fois 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, on associe le manioc à les graines de courge. Mais pourquoi le manioc parvient à pourvir le sol? Parce que nous ne laissons pas la biomasse. Si tu as remarqué, lorsqu'on vient récolter les graines de courge, on va rassembler les graines de courge par tas. On va, c'est-à-dire que laisser que ça se fermente. On va venir récupérer avec les graines et on va laisser les tas sur place. Or que ces déchets-là, on devrait les épandre partout au champ. Voilà le danger, voilà la science ou la pratique que nos parents ne mettent pas en exergue. C'est pour ça que nos parents trouvaient que le manioc tue le sol. Parce qu'une fois, eux, ils ont prélevé les feuilles, les tubercules, et puis les tiges. Quand ils viennent sacler, tu vois qu'ils saclent, ils vont entasser les herbes dans un coin. Quand ça sèche, ils brûlent. Or que c'est un danger. Or que c'est mauvais. Or que le sol a besoin de carbone. Tu vois qu'à quel moment ils nourrissent la macrofaune et la microfaune? Ils ne nourrissent pas la macrofaune et la microfaune. Le sol a besoin de carbone. Donc ces herbes-là, lorsqu'on a saclé, on devrait les laisser au sol. On devrait les laisser au sol, nourrir la macrofaune et la microfaune, parce que quand l'herbe va se sécher, l'herbe sera transformée en carbone. Ce carbone-là, quand c'est vert, ça va donc séquestrer, c'est-à-dire que ça va donc rejeter, redistribuer au sol l'azote que ça a capté, la potasse, le fer, le cuivre, parce que quand ça va nourrir la microfaune et la macrofaune, donc les bactéries, les champignons, les vers de terre ou les termites, quand ils vont broyer tout ça, ils vont broyer, ils vont chier, ils vont pisser, c'est l'urée qu'ils vont pisser. Les déjections, c'est la potasse. Les pipis, c'est l'urée. Les vers de terre vont pisser, c'est l'urée. Les différents animaux qui vont venir brouter, manger, pisser, c'est l'urée que ça va être perfuser partout au champ. Ils vont déféquer, c'est-à-dire que c'est toujours la potasse, c'est énormément, c'est-à-dire que de fertilisants. Donc, toute cette microfaune et cette macrofaune vont faire le travail broyé, ça va te donner une terre fertile. Donc, le but ici, c'est toujours de produire le carbone. Maintenant, les personnes qui sont à échelle industrielle, 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares, comment est-ce qu'il faudrait donc faire? La meilleure stratégie,
Moi, je vois déjà la grosse erreur commence déjà à partir de la préparation du sol. Quand ils arrivent et qu'ils apportent les gros engins, les bulldozers, pour venir embraser le terrain. Les arbres qui sont là, ils devraient travailler avec des experts, les personnes des eaux et forêts, prendre des spécialistes, des botanistes, ou prendre même les villageois, les autochtones, qui sont des experts, qui connaissent la forêt, qui connaissent les différents arbres. Quand vous m'entendez parler ici des produits forestiers non ligneux, les arbres, c'est comme les arbres comme le Njangsang, le Bitakola, c'est le Mpebe, c'est les rondelles. Ce sont nos arbres médicinaux. Ce sont les essences rares, comme le bibinga, comme les bois d'ébène, les différentes essences d'arbres. Ces spécialistes vont les répertorier. On ne les abat pas, on ne les détruit pas. Parce que ce sont les arbres qui vont apporter le microclimat. Ce sont les arbres qui vont rejeter le carbone. Maintenant, si vous n'avez pas ces espèces d'arbres-là, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est que les personnes qui viennent donc justement, lors de la préparation du sol, déblayer le sol, je vois encore ces grosses erreurs-là. Je vois ça, c'est-à-dire que sur Internet, je vois ça sur le terrain. Des personnes qui ramènent quoi, les engins, décaper le sol. Les gens vont décaper le sol, enlever toute la matière organique. Toute la matière. Il faut comprendre que la matière organique, c'est 10 cm. 10 cm. Donc, quand le bulldozer arrive et racle le sol, pour aller, c'est-à-dire que pousser, c'est-à-dire que dans les bas-fonds, la personne t'a enlevé toute la vie. Matière organique, 10 cm. Et la plante ne pousse que sur 10 cm. L'arbre ne pousse que sur 10 cm, l'humus. Donc, quand tu viens donc avec ton bulldozer racler le sol, tu enlèves tout ça. Reconstituer la matière organique, c'est la croix et la bannière. Quand tu n'as pas la notion de travailler sur un sol vivant, c'est ça qui vous tue d'emblée, c'est ça qui tue l'agriculture industrielle d'emblée. Parce que quand tu ne sais pas que ce qui crée la vie, ce qui crée le sol, c'est le carbone. Et que le carbone est consommé par la macrofaune et la microfaune. T'es mort dans le film. Donc ce qu'il faudrait faire lors de la préparation de ton sol, c'est d'éviter de détruire la couche arable. Donc pour cela, il faudrait que tu sois avec des spécialistes. Il faudrait encore que les spécialistes soient conscients. On voit des plantations suivies par des ingénieurs agronomes. Ils ne connaissent pas ça. Parce que pour eux, le sol, c'est un support. Donc, et on vient vous faire semer le maïs sur un sol déjà mort. On vient vous semer le maïs sur un sol minéralisé parce qu'on a enlevé toute la matière organique. Et pour reconstruire cette matière organique, c'est des années et des années. Encore, faudrait-il que tu saches comment récupérer ta matière organique. Donc ça, c'est déjà de bien te rassurer que tu ne détruis pas ta matière organique du sol. De deux, c'est d'installer, c'est-à-dire que voilà, les arbres, d'associer dans ton champ de manioc les arbres. Cette fois-ci, tu peux faire le choix de tes arbres. Tu peux dire que tu choisis, c'est-à-dire que comme je t'ai dit, les arbres comme le Njangsang, parce que le Njangsang, au bout de 4 ans, 5 ans, ça entre en production, ça va t'apporter la plus-value. Sur un hectare, tu peux par exemple dire que tu mets 15 pieds de Njangsang. Tout en sachant que c'est le manioc qui est ta culture, c'est-à-dire que voilà, ta culture principale. Mais tu mets les arbres pourquoi? Tu mets les arbres, parce que l'arbre va t'apporter, c'est-à-dire quoi, la biomasse, parce que les feuilles vont tomber. N'oublie pas que je t'ai dit que le manioc ne produit pas la biomasse. Du moins, ça produit la biomasse, mais la biomasse, tout est consommé. Donc les arbres que tu vas planter vont permettre de rejeter la biomasse par les feuilles, par les branches, par les racines, parce qu'il faut comprendre que les racines des arbres créent la biomasse. Ça décompacte le sol, ça séquestre le carbone, ça permet que l'eau s'infiltre au sol, ça permet aussi la porosité des sols, l'aération, ça décompacte.
ça apporte la vie, ça crée la vie. Tu vois, ça crée la vie. Et ce qui est encore intéressant, c'est que c'est rentable, parce qu'un sac d'Indiansan, il ne faut pas oublier que c'est 350 000. Hein. Donc si tu as comme ça 20 hectares, 50, 200 hectares, tu vois comment tu peux t'amuser. Tu peux mettre le Ndiansang, tu peux mettre le Bitakola, tu diversifies en fait les arbres. Tu diversifies les arbres. Imagine, si tu as 300, si tu as 1000 hectares, tu peux faire le choix d'aller planter les essences d'arbres rares, comme le bois d'ébène, comme le bibinga. Toutes nos essences là où, toutes les essences que nous sommes en train de détruire parce qu'on veut aller cultiver. Donc, tu ramènes la vie en fait. Parce qu'il faut comprendre que la nature, c'est quoi? La nature fonctionne comment? La nature fonctionne en verticalité et en horizontalité. Donc, tu imites la nature. La forêt que tu es venu détruire, elle était comment? Comment elle fonctionnait? Il y avait des arbres, il y avait des plantes de couverture. Tu dois uniquement faire pareil. Tu vas venir planter ton manioc qui va en horizontal et tu viens maintenant mettre des arbres qui vont aller en vertical. C'est comme ça que tu copies la nature. Parce que si tu ne fais pas ça, avec le réchauffement climatique qui est déjà là, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que lorsque tu viens déforester, regarde, pendant que je te parle là, je transpire, c'est le réchauffement, il fait chaud. Lorsque tu viens déforester 100 hectares, 200 hectares, que tu enlèves tous les arbres, qui c'est qui peut aller travailler? En ce moment, les températures vont des fois à 30, 40, 45 degrés. Tu penses que qui pourra aller travailler sous le soleil à 45 degrés? Nous sommes à l'ombre, il fait chaud, on transpire. Quand c'est la canicule haute des vies, ici en France, en 2003, on a connu, c'est-à-dire que voilà, la catastrophe, plus de 13 000 personnes qui sont parties dues à la canicule, parce qu'il faisait très chaud. Donc imagine donc, tu as fait 50 hectares, 100 hectares, 200 hectares, 1000 hectares de manioc. Tu enlèves, il n'y a pas d'arbre. Quelle est la vie que tu veux qu'il y ait dans ce champ-là? Quels sont les animaux qui pourront vivre là-dedans à 40 degrés? Ça va tuer toute la vie. Ça va tuer toute la vie. Et toi, ton manioc, tu n'es pas en train de le produire de façon durable parce que tu enlèves tout. Si tu enlèves donc tout dans ton sol, qu'est-ce qui va rester? Il n'y aura pas de vie. C'est comme ça que les sols meurent. Donc, en plantant tes arbres, les arbres vont apporter la vie, ça va apporter la biodiversité, ça va apporter un certain microclimat. Les gens pourront travailler, les gens pourront aller se mettre à l'ombre, sous les arbres. Parce que n'oublie pas que tu auras besoin de la main-d'œuvre. Qui c'est qui va venir travailler sous un soleil accablant de 40-45 degrés? Alors que quand il y a des arbres, ça apporte un microclimat, ça crée de l'humidité. Cette humidité qui va créer de la rosée et qui va apporter de la pluie. N'oublie pas que c'est les arbres qui apportent la pluie. Donc voilà comment tu peux de façon intelligente associer, c'est-à-dire que le manioc aux arbres pérennes et produire ton manioc de façon durable sans souffrir du fait que ton sol meurt. Parce que quand les branches vont tomber, les racines vont tomber, les feuilles vont tomber, ça va aggraver ton sol. Maintenant, ce que je pourrais te conseiller de faire aussi, c'est de pouvoir, sur tes 1000 mètres carrés, associer l'élevage. Faire par exemple l'élevage de porc, ou faire un élevage, c'est-à-dire voilà, de nos races locales de volailles, de basse-cour, canard, poule locale. Tu peux faire, c'est-à-dire voilà, l'élevage de vaches, parce que le but c'est de créer beaucoup plus de matière, c'est-à-dire organique animale. La vache, par exemple, c'est-à-dire que ça crée énormément de matière organique. Dans cette matière organique que tu vas venir restituer, c'est-à-dire au sol. Avec le porc, tu peux prendre aussi, c'est-à-dire que pareil aussi les effluents de porc que tu viens restituer au sol, parce que le truc c'est de continuer à aggrader ton sol. Cette matière organique va nourrir donc
la vie microbienne, dont les bactéries, les champignons, les vers de terre, et ces vers de terre qui vont continuer à aggrader ton sol. C'est comme ça que tu peux faire la culture de manioc de façon durable, sur le même terrain, sans justement connaître la difficulté. Parce que si tu ne fais pas ça, ton manioc va épuiser ton sol, et au bout de 3 ou 4, 5 campagnes, tu seras obligé de lâcher l'affaire. Tu seras obligé vraiment de lâcher l'affaire. Et comprendre aussi aujourd'hui que le grand défi, c'est l'eau. La ressource, c'est l'eau. Donc si tu n'es pas en train de travailler avec la biomasse, avec le carbone, si tu n'es pas en train de protéger tes sols, tu vois que l'évapotranspiration, l'eau va partir. L'eau va s'évaporer. Ça va assécher la nappe phréatique. Et ton business va s'arrêter, surtout que tu vas aller produire de façon industrielle. Donc, comprendre que le grand défi aujourd'hui, c'est lorsqu'on nous dit à chaque fois que bon, il faut aller produire de façon industrielle intensive, parce que il y a des bouches à nourrir. Non. Le challenge aujourd'hui, c'est on se doit de produire de plus en plus l'énergie. L'agriculture industrielle aujourd'hui, c'est basé sur l'énergie. Qu'est-ce que j'entends parler par énergie? C'est le pétrole. Et le pétrole aujourd'hui, c'est quelque chose c'est une denrée rare. C'est une ressource qui tarit. Et tu sais que le pétrole aujourd'hui, c'est source de toutes les tensions. Partout où on a découvert le pétrole, partout où il y a le pétrole, il y a des tensions. Donc, comprendre que l'agriculture industrielle aujourd'hui, intensive, mécanisée sur la monoculture, ce n'est pas la productivité qu'on nous parle, c'est de créer de plus en plus. On se doit aujourd'hui d'aller produire de plus en plus de l'énergie. Et cette énergie, il ne faut pas comprendre que c'est uniquement le pétrole, c'est les dérivés aussi, le gaz, c'est les engrais, c'est les pesticides, c'est les raticides, c'est les nématicides, c'est les fongicides, c'est le plastique, et puis c'est l'eau. Donc la ressource rare sur laquelle on se doit de faire attention, c'est l'eau aujourd'hui. Un agriculteur, c'est l'eau. C'est l'eau. Tu ne peux pas produire sans eau. Et aujourd'hui, quand on voit comment que l'agriculture industrielle est demandeuse en eau, quand tu vas donc déforester, tu vois que tu perds de l'eau. Et cette même agriculture industrielle, c'est ça qui crée le désert. Quand tu n'es pas en train de travailler comme ça de façon en respectant l'environnement, en respectant la biodiversité, en travaillant sur des sols vivants, tu vois que tu crées le désert. Quand tu viens déforester, c'est le désert que tu crées. Donc on se doit aujourd'hui de travailler de plus en plus en respectant l'environnement, en respectant la biodiversité, bref, en faisant une agriculture durable. Voilà ce que j'avais à partager concernant la culture du manioc. Je sais encore que voilà une thématique. Je dis encore, celui ou celle qui va aller se lancer dans la culture du manioc se doit d'intégrer ça. Tu n'entendras pas les autres parler de ça. Moi, je te parle de science. C'est moi qui te dis, va produire le manioc. Je t'ai dit, produis le manioc parce que c'est une culture qui est rentable. Maintenant, je te redis encore, produis le manioc avec ce modèle. Voilà le modèle de production qu'il faut. C'est ce modèle qui va te permettre d'être dans la prospérité, de produire le manioc de façon durable. Parce que si tu n'appliques pas ce modèle-là, je sais comment tu vas finir. Je sais comment tu vas finir. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant cette thématique-là. J'espère que si tu as aimé, laisse le pouce, partage massivement autour de toi afin que ça puisse impacter plusieurs d'entre vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à aller produire le manioc parce que vous m'avez entendu vous dire que le manioc est rentable. C'est vrai, le manioc est rentable. Mais le manioc sera rentable si tu appliques donc maintenant le modèle que je partage avec toi. Parce que c'est ce modèle qui te permet d'être dans la durabilité.
de produire le manioc de façon durable. Tu sais ici que je ne suis pas un type de one-shot. Je partage ici la richesse générationnelle. Donc, sur ce, comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.